Et nous aussi, on vous attendait, on était derrière, on se dit, mais ils vont pas venir. Et en fait, vous étiez assis comme ça, mesdames et messieurs. Je vais vous inviter à applaudir celles et ceux qui ont accepté votre invitation. Accueillez Philippe Croizon, Guillaume Néry, Chloé Moglia, Étienne Klein, Jean-Louis Etienne. Et nos étudiants, s'il vous plaît, venez me rejoindre. Mesdames, messieurs, venez, Philippe. C'est par ici, Phil, ici. Chloé, venez me rejoindre, je vous en prie. Étienne et Jean-Louis. Étienne, vous pouvez, hein. Ah, c'est chouette. Alors, je vais vous dire qu'on vous trouve très beau, et pas parce que vous êtes dans le noir, mais vraiment parce que depuis tout à l'heure, on se dit, waouh, ils sont super nombreux, tous ces étudiants sur le tard qui sont avec nous. Voilà, donc nous on a un peu le trac, on voulait juste vous le dire, mais de votre présence, de votre fidélité à la Cité de la Réussite, tenez la confiance que nous avons, et donc c'est ce dont on va parler. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis un éternel étudiant, j'en ai fait mon métier en tant que journaliste, mais je suis comme vous aujourd'hui, je suis ravi, on nous a filé quand même un panel de dingue. Donc voilà, c'est quand même un cadeau super, et comme vous, je vais m'instruire ce week-end. Alors je vais avoir besoin de vous. Pour être mes complices, si vous voulez bien, tout au long de cette jolie séquence. Je vais tous vous demander de mettre vos téléphones sur silencieux. On n'en peut plus de vos sonneries, voilà tout ça. Donc on se met le téléphone sur silencieux. Vous répondrez aux enfants, voilà tout ça, aux conjoints, aux amants maîtresses un peu plus tard. Mais une fois qu'on s'est dit ça, faut jamais laisser la parole à un journaliste tout seul. On sait ce que ça donne, donc j'aurai besoin de votre complicité pour poser des questions tout à l'heure. Mais d'ores et déjà vous dire que cette séquence, comme toutes les autres, a été construite par un comité de rédaction. Et on va saluer ensemble et applaudir les étudiants qui ont travaillé en rédaction pour cela. Mesdames, Messieurs, j'ai le bonheur d'animer la Cité de la Réussite depuis quelques années. Et à chaque fois, j'ai besoin de demander une justification à tous nos intervenants pour savoir ce qu'ils font là. Il faut quand même se justifier. Et s'il y en a un qui n'est pas à sa place, il se barre tout de suite. Parce que je voudrais comprendre en fait ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Et je voudrais leur demander, finalement, les uns et les autres, le rapport qu'ils ont avec la question de la confiance. On va parler du dépassement de soi, mais leur parcours de vie, leur expérience de vie est empreinte de confiance, justement, et de dépassement de soi. Cher Philippe Croizon, quel bonheur de se retrouver ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là sur cette scène? Qui êtes-vous pour nous parler de confiance, Philippe Croizon? Vous avez une heure? Non, alors la confiance, elle est venue moi, très longtemps après mon accident, je dirais pratiquement 14 ans après, ce vieux rêve de vouloir traverser la Manche à la nage. Ah oui. J'ai cru en moi, enfin, ce rêve est venu quand je me suis réveillé après 2 mois de coma. J'ai décidé de vivre pour mes 2 garçons et pour moi, et j'ai demandé à une infirmière d'allumer la télévision, et la première chose que je vois, c'est une jeune fille traverser la Manche à la nage, et j'ai dit un jour je traverserai la Manche à la nage sans savoir ce que c'était. Et toutes mes aventures sont comme ça, c'est-à-dire que je me lance dans une aventure, je dis je vais faire ça, et après je me rends compte que ça va vraiment être dur et que c'était complètement idiot. Mais le type est dingue, on va vous expliquer, mais il est dingue. Mais voilà, donc, oui, la traversée de la Manche à la nage en 13h26 minutes, le 18 septembre 2010, avec une belle équipe. Comme je le dis très souvent dans mes conférences, le jeu JE n'existe pas, c'est on avance ensemble et on réussit ensemble. C'est une équipe de dingue qui m'a emmené à la victoire. Quand j'ai commencé, j'avavais 40 ans, j'étais gras comme un lardon, je ne savais pas nager. Et j'ai monté une équipe, j'ai transformé moi. Et en 2 ans de temps, ils m'ont transformé pour réaliser mon rêve. Donc une fois, tout est possible. Que tous les gens qui n'ont pas traversé la Manche en moins de 13h26 applaudissent Philippe Croizon, s'il vous plaît. Chloé, on aura beaucoup de choses à se dire, mais vous êtes danseuse, chorégraphe, vous êtes acrobate également.
Elle est où la confiance dans votre parcours, dans votre vie quotidienne? Pourquoi êtes-vous venu témoigner aujourd'hui? J'ai envie de rectifier, je ne me sens pas tellement acrobate, je suis plutôt suspensive, on va dire, mais c'est vrai que ça veut un peu rien dire, donc pour que ce soit plus clair, je peux dire que je suis une sorte d'apprenti guenon. Ma pratique consiste à se suspendre au-dessus du vide, mais sans effectuer d'acrobatie plus que ça, juste tenir bon. Et alors, me justifier, j'ai un peu de mal, si vous voulez me foutre à la porte tout de suite, allez-y. Surtout pas, on est ravis de vous avoir. Peut-être ça déjà justifie que je sois là. Exactement. Et du coup, la question de la confiance, pour moi, elle est concomitante à la question de la peur. Et en fait, c'est pas quelque chose qui s'attrape. Enfin, dire à quelqu'un aie confiance, c'est comme dire à quelqu'un cesse d'avoir peur ou aie peur. J'ai l'impression que ce qu'il faut attraper, c'est plutôt le travail qui se passe avant, qui produit soit de la peur, soit de la confiance, qui va être un travail de connaissances très précises et rigoureuses de ce dans quoi on est, de où on est, et ce qui va déployer de la peur très bien, de la confiance très bien. Voilà. Vous aurez l'occasion de nous raconter cela et dans votre quotidien notamment. Mon médecin préféré, Jean-Louis Etienne. Ça fait plus de 30 ans que j'ai l'occasion de poser des questions à Jean-Louis Etienne. Chaque fois, je suis admiratif de son parcours incroyable. La confiance, cher Jean-Louis, c'est l'explorateur que vous êtes, c'est le médecin. C'est l'enfant que vous êtes resté certainement, ou l'étudiant éternel à vouloir chercher encore et toujours. Vous la définissez comment, vous, votre confiance, la confiance dans votre parcours? Déjà, quand je suis rentré dans cette cour et dans cet amphithéâtre, je suis toujours impressionné. Moi, je n'avais pas la note pour entrer en 6e, vous voyez, donc j'ai rien à faire là-dedans. Ouais. Mais très jeune, j'étais indépendant, j'étais autonome, et je savais que avec mes 10 doigts, je pouvais faire une cabane, avoir un jardin, des poules et voir venir. Et sincèrement, cette confiance, elle est très ancienne de mon capacité à inventer ma vie. Et c'est celle que vous mettez dans toutes vos explorations, finalement? Oui, une après l'autre. Oui. Oui, d'inventer sa vie, oui. Mais en fait, je suis une envie quand même. Ça ne vient pas comme ça. Je n'ai pas un catalogue d'expédition de naissance, vous voyez. C'est au fur et à mesure qu'on avance, on découvre, on rencontre. S'il y a un besoin, s'il y a un point difficile d'accès, s'il y a un intérêt, je me dis là, il y a un truc à bâtir, ça m'intéresse. On a hâte de vous poser des questions aussi, et puis sur les projets en cours, parce qu'ils sont forcément nombreux. Étienne Klein, vous aussi, vous êtes un habitué de la cité. À chaque fois, vous nous offrez votre regard sur le sujet. Vous la définissez comment, vous, cette confiance? Bonjour à tous, je suis embarrassé parce que je pensais que le sujet c'était le dépassement de soi. Oui. Je me sentais déjà pas vraiment légitime. Alors sur la confiance... C'est une manière de se dépasser que d'aller sur le moi, sujet. je pense qu'il faut être prudent avec la confiance. Ah. Il y a ce film de Gilles Grangier que vous avez tous vu qui s'appelle Le cave se rebiffe. Ah oui. Dans lequel Jean Gabin joue le rôle d'un faux monnayeur. Et à un moment il dit d'Adam se faisant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes aventures humaines qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Ce qui est pas mal. Et dit avec la voix de Gabin encore plus. C'est un joli lancement. Sortez-moi quelques citations. Hein, mais... Non mais plus sérieusement, je pense qu'il y a, et on est plusieurs à pouvoir en témoigner, il y a parfois des accidents dans la vie qu'on peut, ou qui servent à déclencher des vocations. Oui. Qu'on n'aurait pas pu sentir si l'accident n'avait pas eu lieu. Voilà. Et je pense que c'est une des formes de la confiance. Il y a des gens qui disent en termes savants que ça s'appelle des catabases sotériologiques. Catabase, c'est la chute. La sotériologie, c'est la rédemption. Donc c'est des chutes qui nous permettent de savoir qui on est. Et il doit y avoir quelques accidentés sur cette scène. Ils auront l'occasion de nous le dire. Et peut-être Guillaume, justement, dans le parcours de vie, nous montre aussi. Alors, Guillaume Néry, c'est la référence mondiale. En tant qu'apnéiste, quand vous l'écoutez en conférence comme Philippe et comme tous les autres bien sûr, il a ce site passionnant que vous découvrez finalement ce qu'est la confiance quand on doit plonger à combien? À 126 mètres. Oui, pardon, c'est que ça. Lui, il a fait 13h26 à la nage, sans bras, sans jambes. Lui, à 126 mètres dessous. Mon cher Guillaume, parlez-nous de la confiance versus moins 126 mètres. Alors déjà, d'être le dernier à prendre la parole sur ce panel, c'est pas facile. Alors je dirais que la confiance en soi, c'est un peu le Graal, c'est un peu ce que tout athlète essaye d'atteindre. Et c'est
surtout pas quelque chose qui tombe du ciel. On a tendance à croire que la confiance, on l'a ou on l'a pas, et en réalité, c'est, comme tu disais, Chloé, le fruit d'un très gros travail, de beaucoup de patience, de beaucoup d'écoute, et surtout de la curiosité, c'est-à-dire être capable d'aller chercher, aller voir dans l'inconnu, aller hors des sentiers battus pour avoir le plus de clés possible pour construire cette confiance en soi. Mais c'est quelque chose de très fragile, je dirais, de volatile. Alors il ne faut pas non plus trop se focaliser sur la confiance comme étant le seul élément de la réussite. Il faut mettre tout en œuvre pour avoir les meilleures conditions et puis saisir quand c'est là. Alors, comment est né chez vous le goût du dépassement? Une question que je vais poser aux uns aux autres d'ailleurs, mais comment est née cette idée de « je vais me dépasser », je vais aller peut-être sortir de mon cadre, je vais faire péter des coutures, je vais tenter, tester, je vais essayer peut-être d'estimer ou pas mes limites. Est-ce que j'en suis conscient quand je rentre là-dedans? Est-ce que c'est faire une expérience de plénitude ou autre? Quel était votre déclic, Guillaume? Bon, depuis tout jeune, moi j'ai été fasciné par l'idée du dépassement sportif, passionné de sport, de tous les sports, mais le déclic avec l'apnée, étonnamment, il n'est pas venu en mettant la tête sous l'eau, il est venu par une expérience du corps. Un concours d'apnée avec un copain dans un bus pour passer le temps. C'est comme ça que j'ai fait ma première apnée. C'est vrai? Donc oui, vraiment. Au-delà du bus qui puait, il y avait en plus l'idée de... C'était l'idée du défi, l'idée du jeu, du challenge, l'idée d'aller voir ce qui se passe quand on va un peu contre nature. D'accord. On est des êtres vivants, on a besoin de respirer. On parlait tout à l'heure avec Jean-Louis de la différence entre respirer et ventiler. Donc on ventile de notre naissance à notre mort pour que notre corps, chacune de nos cellules puisse respirer. Et ce défi d'arrêter de ventiler, c'est quelque chose qui tout de suite signifie un pas vers la mort. Oui. Et donc, quand on est adolescent, moi j'avais 14 ans, je pense que c'est un âge où on a envie d'explorer la nouveauté, la curiosité. Donc, j'étais pas un trompe-la-mort, mais il y avait cette fascination de dire, mais comment le corps est capable de gérer ce qu'on considère comme étant absolument impossible? Bon, ce défi, je l'ai perdu. La première fois dans le bus, j'ai perdu. J'avais tenu 1 minute 30 et le copain avait tenu 2 minutes 09. Je me rappelle encore du chiffre précis. Mais ça a fait naître l'envie de comprendre et de voir et d'essayer, d'abord pour le jeu. Le début, c'était pas du dépassement de soi, c'était le dépassement de lui. Oui. Et puis en réalité, une fois que j'avais dépassé mon propre temps puis son temps, c'était plus important. Ce qui était fascinant, c'était de découvrir les capacités du corps humain. Me rendre compte que ce que je croyais être une limite un jour n'en était plus un autre jour. Et ça, je pense, ça a allumé quelque chose. Et comme j'étais à Nice et que j'ai grandi à Nice, un jour, je me suis dit, c'est un peu dommage de découvrir les limites de son corps pour juste être allongé dans son lit et rester plus longtemps sans respirer. La mer Méditerranée était devant moi, j'ai mis un masque et là, ces capacités que je découvrais, je les ai transformées vers une envie de découvrir verticale, géographique, de l'océan, de la mer Méditerranée, de la profondeur, de la verticalité. Et là, il y a eu je pense, un appel, pas un appel mystique, mais cette idée de dire, je regarde vers le bas et puis je ne vois pas le fond. Je ne vois pas le fond, c'est aller vers l'inconnu. C'était pour moi la première confrontation avec l'idée de l'inconnu. Et je pense que cette quête de l'inconnu, ça a été la porte d'entrée vers le dépassement de soi. Et alors, ça me fait penser à votre art qu'on connaît peut-être moins, Chloé, mais finalement l'art de la suspension, ce que vous avez appris, ce que vous développez, autour duquel vous créez d'ailleurs, et notamment avec beaucoup de poésie. Racontez-nous, est-ce qu'il y a un lien justement? Lui, il se suspend au fond des eaux à 126 mètres, vous vous suspendez plus ou moins haut. Quel est le lien justement que vous voyez-vous dans cette question du goût du dépassement et peut-être d'aller chercher ou pas ses limites? Il y a plein de choses dans ce que vous dites entre les liens. Déjà, j'ai envie de clarifier que le goût du dépassement de soi, alors peut-être c'est ça qui va faire que vous allez me mettre à la porte tout de suite, je ne l'ai pas. J'ai vraiment la sensation que si je dépasse mes limites, je meurs. Et c'est comme ça que je vois pour moi le dépassement. Au contraire, je travaille tout ce que je peux pour me contenir dans mes propres limites. Mais par contre, pour aller à un endroit où je laisse se déployer, et c'est
C'est très subtil, ça demande beaucoup de finesse, ça demande même de la douceur, j'ai envie de dire, ce qui va un peu à l'inverse de la notion de dépassement de soi. Mais voilà, tout ça pour essayer d'aller jusqu'au bord de soi-même. Déjà d'arriver à être ce qu'on est et à déployer un peu de ses potentialités. On ne les déploiera jamais toutes, mais ça, je dirais que c'est un énorme travail. La question du dépassement de soi, elle me gêne aussi à plus d'un titre. Elle me gêne aussi parce que je me dis quel est ce terrain sur lequel on va quand on dépasse notre terrain propre. Sur qui, sur quoi on empiète. Ça, je trouve que c'est une question importante et qui va poser aussi les questions des frontières. Ma peau, c'est une frontière, c'est-à-dire c'est un espace d'échange, de porosité, c'est un espace de brassage, c'est un espace de circulation. Donc la question du dépassement de soi, je trouve, pose un peu des frontières comme des choses qu'on pourrait franchir, et j'ai en tête à ce moment-là qu'une partie de l'humanité ne peut pas franchir certaines frontières et que nous, on peut se projeter comme se dépassant et franchissant des frontières. Ceci étant posé, si je reviens à ma pratique, elle va au contraire travailler à se contenir, à rentrer à l'intérieur, mais pour que de là, ça se déploie. Et ce que je vais aller chercher là-dedans, c'est... donc, je reviens du coup au début de votre question. J'essaye de ne pas me perdre. Qui refait le fil avec mon camarade d'à côté. C'est que, sans du tout, moi, faire de l'apnée, j'ai vraiment une toute petite à côté, mais l'endroit de la suspension, pour moi, c'est la suspension du corps. C'est aussi la suspension du souffle, à ma petite mesure. Parce que si par exemple, dans la pièce, là, toutes et tous nous inspirions et nous restions comme ça, l'atmosphère de la pièce changerait tout de suite. Qui est un peu cet même endroit aussi de quand on pose une question et qu'on n'est pas pressé d'aller y répondre, qu'on laisse la question en suspens. Il y a une sorte d'inquiétude qui se met à vibrer dans ces temps-là. Ça, c'est la matière de mon travail, et ma clé d'activation de cette inquiétude va être la suspension du corps au-dessus du vide. Juste un mot pour aller un peu plus loin dans ce que vous nous dites. Est-ce que se dépasser, pour vous, aller au bord, vous nous parlez du bord, est-ce que c'est aller faire une expérience particulière pour vous, une expérience de plénitude, une expérience, est-ce que vous sauriez la nommer, cette expérience que vous cherchez finalement ou que... Alors je vous ai dit que je ne cherche pas du tout à me dépasser, sinon je meurs. Mais en si arrivant je au me bord... dépasse, je meurs. Oui. Par contre, si j'arrive effectivement à déployer davantage, j'ai l'impression de mieux faire honneur au fait d'être vivante. Peut-être c'est important ça quand même. J'ai répondu ou pas? Mais très bien. Mais j'adore laisser les silences. Vous nous avez rappelé combien les silences sont importants. Docteur Jean-Louis Etienne, merci Chloé pour ça. On va y revenir bien sûr, mais docteur Jean-Louis Etienne, les expériences que vous menez sont des expériences scientifiques. Vous avez toujours, enfin souvent, en tout cas, mené des expériences pour aller vérifier. Qu'est-ce que vous allez chercher aussi humainement là-dedans, dans votre expérience de citoyen, d'homme, dans ces expériences-là? Ou ce que vous avez découvert sur vous-même, peut-être? Portez bien le micro au menton, s'il vous plaît. Oui. Je reviens à cette notion de dépassement de soi. Je ne me suis jamais engagé pour me dépasser moi-même. Je m'engage sur un objectif. Et là, on est peut-être amené à aller passer des étapes de performance qu'on ignorait de soi. Le terrain vous fait découvrir. On ne repousse pas ses limites, on se découvre. Vous voyez, on est capable de performances que l'on ignore de soi. Et ce que j'ai... Parmi mes plus gros engagements, c'était quand j'étais seul au pôle Nord. Et j'y suis allé seul parce que je voulais cette intensité, je voulais prendre la responsabilité moi-même de cet engagement. Et effectivement, j'ai connu des frontières de limite. Quand un matin, dans la nuit, vous avez moins 52 sous la tente. Et donc, je faisais des tables de multiplication pour voir si mon cerveau répondait encore bien. Bon, je savais ce que c'était que l'hypothermie, j'avais déjà vu ça dans un bivouac en Himalaya. Donc, je m'interrogeais moi-même. C'est ce qui est surprenant, et c'est bon pour tout le monde. Le moteur, c'est l'envie. Vous voyez, pas un truc que vous avez là, un truc qui vous tient là. Hein? Si vous avez une envie, un truc comme ça, c'est précieux. Ça, c'est le capital. C'est le capital qu'on va mettre en route et qu'on va faire fructifier dans l'engagement, quoi. Donc l'envie,
c'est quelque chose qui demande une mobilisation générale. C'est un investissement. Et donc, sur le chemin de l'envie, c'est sortir toutes les antennes, capter tout ce qui peut enrichir le projet. C'est une construction, et après, on s'engage. Et j'ai appris à résister à la tentation de l'abandon. C'est quelque chose qui est... Parce que l'abandon, pour être honnête, vous voyez, en allant au pôle Nord, j'avais atteint mes limites. Je me disais, putain, si tu pouvais te casser une jambe. Revenir sur une civière, un héros, c'est quand même plus glorieux que de dire, il fait trop froid, quoi. Et donc la tentation de l'abandon, elle est perverse, quoi, vous voyez. Résistez à la tentation de l'abandon quand vous en avez. Sinon, abandonner une envie profonde, c'est mettre un rempart de frustration qui va être compliqué dans la vie à passer, quoi. Voilà un exemple. Et je me tourne vers Philippe Croizon, parce que ces mots doivent vous parler, Philippe. Faire fructifier, finalement, des expériences, etc. Et j'imagine que vous avez eu plein de fois l'envie d'abandonner aussi, comme chacune et chacun d'entre nous, peut-être pas. Philippe, racontez-nous ce que ça dit de vous, justement, les épreuves. Vous avez fait le Paris-Dakar, vous avez traversé à la nage, mais pas que la Manche, d'ailleurs, vous avez essayé de relier tous les continents. Oui, j'ai fait la Manche, mais c'était la Manche courte. Non, mais ne le cherchez pas, il est pire que nous. Enfin, tous les trucs que vous n'osez pas, il le fait, lui. Vraiment. Mais voilà, Philippe, là-dessus, sur ce dépassement de soi, l'idée, c'est de faire fructifier quoi, en fait, quand on essaie de se dépasser? Non, je ne sais pas, non, mais par contre, je me reconnais beaucoup dans ce qu'il a dit, parce que c'est vraiment ça. Moi, le premier dépassement de soi, je l'ai connu après mon accident, quand je suis arrivé en centre de rééducation. Là, j'ai vraiment appris ce que c'était que le dépassement de soi, aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. C'est-à-dire que quand on se réveille, qu'on n'a plus de bras et plus de jambes, qu'on est en kit, on se dit, mais quelle va être ma vie? Et là, j'arrive en centre de rééducation, je me défonce. Mon premier objectif, c'était de marcher pour l'anniversaire de mes grands-parents. 5 mois après, donc je me suis mis debout. Et pour les 50 ans de mariage, je leur ai fait une surprise, j'étais debout devant ma grand-mère. Wow. Donc ça, c'était vraiment mon premier objectif. Et après, la traversée de la Manche, ce vieux rêve complètement dingue que je voulais réaliser. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais gras comme un lardon. Je ne savais pas ce que... Enfin, à chaque fois que je pars dans une aventure, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas dans quoi je m'engage. C'est-à-dire quand je m'engage dans la traversée de la Manche, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est-à-dire que pendant des années et des années, j'en parle autour de moi, mais personne ne veut me croire. Tout le monde me dit, oui, c'est bon, tu vas te calmer, ça va te faire du bien, mais... Ok, qui peut imaginer qu'un mec comme moi va traverser la Manche à la nage, surtout quand on sait que le taux de réussite chez les valides est de 10% seulement. Et là, malgré tout, je monte une équipe de winners. J'appelle Arnaud Chassery, Jacques Tuzet, l'ancien kiné de l'équipe de France de football de 98, championne du monde. Je monte une équipe de winners et je leur file le paquet, je dis voilà, transformez-moi. Vous avez 2 ans pour me transformer. Et en 2 ans, ils m'ont transformé. Comme je le dis dans mes interventions, je dis moi en vérité, je suis un vrai feignant. J'ai toujours peur d'aller, toujours faire un petit peu. Et c'est mon équipe qui me pousse à chaque fois dans mes derniers retranchements d'aller au-delà encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus. Et donc, c'est comme ça que je mène toutes mes aventures, que ce soit à traverser la Manche ou relier les 5 continents à nage. Et tout à l'heure, on a parlé de l'hypothermie. Ma plus grosse peur, c'était le détroit de Bering, dans une eau à 0 degré. Et là, ma combinaison avait foiré, l'eau était rentrée partout. Wow. J'ai fait pipi une fois et au bout d'1 heure et demie, je suis en hypothermie sévère. Et là, ils me ressortent de l'eau, ils me démontent, ils enlèvent les prothèses, ils me foutent à poil, ils font sur la petite Diomède, où il y a quelques Inuits qui vivent là. Ils me foutent dans une baignoire d'eau froide, ils remontent la température. Et le médecin urgentiste était parti quelques instants, il a fermé la porte et là, j'ai commencé à glisser. Bon, j'étais en train de me noyer dans une baignoire après avoir relié les 5 continents à nage, c'est un con. Oui, mais... oui, ça va. Donc, et si tu avais lu Guillaume Néry avant, tu aurais pu retenir la respiration 8 minutes. Mais voilà, c'est ça, c'est que des fois, moi, dans mon dépassement de soi, des fois, c'est l'équipe qui me ralentit. Parce que j'ai pas de limite. C'est-à-dire, comme je le dis, j'ai rencontré la mort une première fois quand j'ai eu mon accident. Et j'ai eu plusieurs fois des accidents. Et je suis comme les chats, j'ai plusieurs vies, mais j'ai oublié de compter. Donc, je ne sais pas à combien j'en suis rendu. Mais c'est vrai que le détroit de Bering m'a calmé un petit peu. Depuis, j'ai un peu... Bon, si, j'ai quand même été pilote sur le Dakar, donc je n'ai pas levé le pied, en fin de compte. Mais donc voilà, pour moi, le dépassement de soi, c'est d'aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. Et de vivre, pour moi, c'est de vivre des aventures, quoi. C'est-à-dire que depuis que j'ai eu mon accident, il y a toujours une équipe autour de moi. Le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Donc à chaque fois, il y a toujours une équipe. C'était d'abord les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation, ma famille, mes amis. Et j'ai besoin de cette adrénaline, j'ai besoin d'être entouré avec des gens pour amener, ouais, je leur dis encore une nouvelle fois, aller au-delà de ce qu'on pourrait être capable de faire, parce que c'est vraiment ça, quoi. Oui, et passionnant, et merci de le partager ici, Étienne Klein. Dans les conversations scientifiques que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez dire en tant que scientifique, en tant que physicien, mais aussi philosophe, justement de ce dépassement de soi, de sa genèse peut-être, de son explication?
Alors, je suis content que vous ne me posiez pas la même question qu'aux autres, parce que moi, je ne suis pas du tout, comme les autres ici, un sportif de haut niveau. Donc, le dépassement de soi, ça me paraît être une impossibilité. Si une limite est dépassée, c'est que ce n'est pas une limite. Oui. La seule chose qu'on puisse faire, c'est s'excurser ailleurs que dans ses routines et voir qu'on y existe peut-être autrement, et découvrir qui on est, Bien sûr. sans qu'aucune limite soit dépassée. C'est simplement sortir de sa couche de masse et explorer un ailleurs pour voir comment on y vit, comment on s'y épanouit éventuellement. Maintenant, dans la conversation scientifique, c'est une émission à France Culture que j'anime toutes les semaines. Oui. J'ai souvent invité des gens qui font des exploits sportifs, des alpinistes notamment. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que Spinoza avait raison dans l'éthique de dire « personne ne sait ce que peut un corps ». Oui. Personne ne sait ce que peut le corps, parce qu'on ne sait pas décrire le couplage entre l'esprit et le corps, le mental, on dirait aujourd'hui, et le corps. Et en fait, le corps est souche, c'est-à-dire que, comme on dit qu'il y a des cellules souches, le corps, on peut inventer des gestes, on peut inventer des attitudes, on peut comprendre des choses. Les Jeux paralympiques, par exemple, moi j'ai regardé ça avec fascination, on voit des gens qui font des choses impossibles a priori. Autrement dit, le corps peut plus qu'il est, et on ne sait pas bien ce qu'il peut. Les Jeux Olympiques de Londres en 2012, paralympiques, les premiers qui étaient vraiment diffusés. Oui. Moi, je me souviens de les avoir regardés avec fascination, notamment l'épreuve de saut en hauteur. Il y avait un athlète fidjien qui s'appelait Iliesa Debala, je crois. Il était amputé de la jambe gauche très haut, donc il n'avait pas du tout de jambe. Il demande qu'on place la barre à 1,74 m. Il s'approche de la barre avec ses béquilles. Il s'immobilise, il jette ses béquilles avec rage, il regarde la barre comme s'il la détestait, et sur une jambe, avec une seule impulsion, il saute 1,74 m en ventral. Et la question, c'est combien il y a de bipèdes capables de sauter 1,76 m en ventral? Si vous voulez lever la main. Voilà. Et donc le corps peut plus qu'il peut, et on ne sait pas ce qu'il peut. Et c'est une machine à explorer des potentialités que montrent aux Jeux Olympiques les athlètes valides, mais aussi, encore mieux, les athlètes des Jeux Paralympiques. En fait, on n'en sait rien. Et ça, il me semble que ça distingue l'homme de l'animal. L'homme est capable d'inventer des gestes. Or, on n'a jamais vu une vache dans un pré se redresser sur ses deux jambes arrière pour inviter à une valse son taureau préféré. Donc, on est capable d'invention, et ceux qui sont ici ont inventé, Chloé, elle a inventé une façon de se suspendre tout à fait impressionnante, et c'est une invention, je crois. Vous le vivez comme une invention? Ben non. Mais pour une fois que je disais un truc qui me semblait construit. Étienne prend l'exemple de la vache, mais la vache est un animal qui a été domestiqué, Étienne. Moi, je suis une apprentie guenon. J'ai copié les singes. Et alors, je suis un grand primate. Il ne manque que Pascal Pic dans la conversation. Non, mais c'est bien que vous puissiez parler de la vache et de la guenon. Ce n'était pas du tout prévu au programme, mesdames et messieurs. Mais vraiment, on se régale. Merci parce que vous nous éclairez les uns les autres, mais je vais laisser la parole aux étudiants qui écoutent attentivement et qui vous ont préparé quelques questions pour aller au-delà vraiment de ces sujets. Qui prend la parole en premier? Qui prend la parole? Ok, c'est désigné. Bonjour, je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, je m'appelle Théo Leuillet, je suis étudiant en CELSA. En fait, d'écouter Philippe Croison du coup, sur le rôle de l'équipe, de l'entourage, de la famille, etc. Et de mettre ça du coup, en comparaison avec la notion de dépassement de soi, qui est en l'occurrence sa personne, du coup, quelque chose de très solitaire. Et c'est un peu ce que vous disiez, du coup, Guillaume Néry, Chloé Modlia et Jean-Louis Etienne. Quel est le rôle du coup, de votre entourage là-dedans en fait? Est-ce qu'il vous aide? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous avez la même relation peut-être que Philippe Croison à ce dépassement de soi? La famille est primordiale. Enfin, moi, je le dis très souvent, j'ai eu de la chance d'avoir une famille et des amis qui m'ont toujours soutenu, qui ne m'ont pas lâché. Vous savez, quand on franchit les fameuses 5 phases du deuil, qu'on est dans la dépression ou dans la colère, ma famille a tenu le choc. Ils ont toujours été avec moi, quoi. Bon, elle a duré 7 ans. Hein. Pendant 7 ans, j'ai vécu dans un seul endroit, c'est mon canapé. Pendant 7 ans, j'ai fait qu'une seule chose, j'ai regardé la télévision. Donc j'étais un vrai sportif canapé, quoi. Donc ma famille a toujours été présente. Et quand je me suis lancé dans l'aventure avec l'équipe, mes parents avaient peur, surtout ma mère avait très très peur que j'ai un rêve complètement dingue et que j'allais encore chuter une nouvelle fois. Ils étaient super contents que je sorte de ce canapé, que j'allais faire autre chose que de regarder la télévision. Et en même temps, ils avaient très très peur, en disant mais son rêve est complètement inatteignable, il est complètement fou.
On l'aime, notre enfant, mais il est complètement dingue. Même Susanna, ma compagne, elle a dit, ben, ok, il va sortir du canapé, lui aussi, il va aller nager à la piscine, ça va lui faire du bien, mais jamais elle allait imaginer qu'on allait réussir. Même tous les gens qui m'entouraient après, au fur et à mesure, ils sont venus avec moi, mais sans imaginer qu'on allait aller au bout, quoi. Et donc, ouais, ils ont une importance primordiale, c'est qu'ils m'apportent une énergie de fou, quoi. Ils m'apportent la confiance dont j'ai besoin. Et la grosse déception après, à la fin, c'est quand on a réussi à traverser de la Manche, plusieurs personnes sont venues me voir en me disant, et moi, c'est la confiance qu'ils m'avaient accordée, qui me tenait. C'est-à-dire que je ne voulais pas me décevoir moi, je ne voulais pas me décevoir mon équipe, et surtout, je ne voulais pas décevoir tous ceux qui m'avaient accordé la confiance. Et après la traversée de la Manche, on fait une fête, et il y en a plusieurs qui sont venus me voir qui m'ont dit, putain, on t'a suivi, mais on n'y croyait pas. Imaginez la déception du truc. Wow, je suis retombé, je dis ouais, mais j'ai tenu grâce à vous, grâce à votre encouragement, grâce à vous. Donc voilà, la famille pour moi est primordiale. Ouais. D'ailleurs, on a 5 enfants avec Susanna, on est une famille recomposée et on est une famille très très soudée. Et quand il y en a un qui a un projet, on est là pour le soutenir et l'emmener avec lui. Et je voudrais saluer, si vous me permettez, j'ai la chance de la connaître. Dans la vie quotidienne, on oublie souvent de saluer les aidants et les accompagnants, et notamment dans la vie des personnes en situation de handicap ou de maladie. J'ai la chance de connaître Susanna, qui est une femme incroyable. Et donc, le mec qu'on a ici, il est incroyable parce qu'elle l'est encore plus. Ouais. Donc, salutations à Susanna Croison. Complètement. Bravo. Merci. dont vous pourrez lire le livre « Elle n'est pas tendre avec lui ». Ma vie pour deux. Il s'appelle Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme. Qu'est-ce que je prends dans le bouquin? Exactement. Et elle a raison, il a changé depuis. Quelqu'un veut répondre pour poursuivre dans les gens qui vous accompagnent, justement? Il y a la question à Philippe, mais dans les gens qui vous accompagnent, Guillaume, il y a l'esprit d'équipe autour important. Hein. Oui, c'est vrai que la plongée en apnée, on a cette vision, cette idée que c'est une activité solitaire. C'est vrai qu'à partir du moment où on quitte la surface, on est un peu dans un tête-à-tête avec soi-même. C'est un moment où on est à l'intérieur de soi, oui. Où on est aussi en tête-à-tête avec la mer, on est physiquement, on a cette sensation et cette impression d'être seul, mais en réalité, on n'est absolument pas seul, parce que la règle numéro 1 de la plongée en apnée, c'est de ne jamais plonger tout seul, parce que on essaie de redéfinir des limites, on essaye et je suis d'accord d'ailleurs avec ce que tu disais tout à l'heure, ne pas dépasser les limites, mais redéfinir les limites. Et c'est un peu cette sensation et cette impression que j'ai, que la limite, elle est toujours là, et à chaque fois que je progresse, finalement, je repousse cette limite, tout en gardant cette petite marge de manœuvre. Et donc le risque, à un moment donné, c'est justement d'aller au-delà de cette limite. Et si on est en apnée, si on va au-delà de cette limite, ben, le risque, c'est de se noyer. Et donc, si on est seul, c'est fini. Donc, on plonge jamais tout seul. Donc, ça implique d'avancer collectivement, d'avancer ensemble. Alors, comment on avance ensemble? Contrairement à la plupart des sportifs de haut niveau, des champions qui construisent une équipe autour d'eux, dans notre sport, qui était pendant longtemps une activité extrêmement marginale, pour pouvoir se développer, il a fallu se construire ensemble. C'est-à-dire que plusieurs athlètes ensemble vont sur un même bateau et se disent comment faire pour progresser individuellement et en même temps le faire dans les meilleures conditions de sécurité, c'est-à-dire en se surveillant les uns les autres. Et donc ça implique de ne pas être que dans sa propre performance, mais d'être aussi dans l'attente, dans l'écoute et dans le soutien des autres. Et donc quand on met un pied sur le bateau, dans notre groupe, on est à la fois athlète et on est à la fois membre de l'équipe de sécurité pour les autres. Et donc ça implique la nécessaire création de relations de confiance. Donc évidemment, quand je plonge, je dois savoir que j'ai confiance envers les gens qui s'occupent de moi. Ça me donne d'ailleurs la confiance pour pouvoir me rapprocher des limites. Mais c'est aussi mon rôle de gagner la confiance des gens qui m'entourent, à savoir être intègre, à savoir être parfaitement honnête dans mes projets, parce que si à un moment donné, je prends un risque que je n'ai pas partagé avec eux, qu'on n'assume pas ensemble collectivement, je vais faire peser sur eux une responsabilité. Et donc c'est ensemble que l'on décide où on va. Quand j'annonce une plongée à 126 mètres, je ne suis jamais seul à dire « je plonge et vous êtes là pour moi ». C'est ensemble, collectivement, on va décider que cette plongée-là, elle est réalisable. Donc le groupe, l'équipe joue soit le rôle de garde-fou, si je manque de lucidité, ou soit ils vont jouer le rôle de ceux qui vont me permettre d'aller chercher le petit mètre de plus. Jean-Louis, Étienne, je vous ai vu réagir.
Moi, je n'avais pas les notes pour entrer en 6e, je l'ai évoqué. J'ai une famille qui m'a toujours accompagné, d'amour. On n'avait pas grand-chose, mais ça ne manquait pas. Ensuite, je voulais parler quand même de personnes, des rencontres qui marquent dans la vie. Vous voyez, donc je suis rentré au collège technique en formation professionnelle. Et Madame Pujol, c'était la prof de maths qui a su, à un moment donné, me donner le goût des mathématiques. Et il y avait un bac qui avait été créé, le bac technique qui venait d'être créé. Et donc, j'avais cette perspective tout coup, cette ambition, et Mme Pujol m'a dit, vous pouvez le faire. Donc voilà une personne qui a beaucoup marqué dans ma vie. Ensuite, j'ai fait médecine, puis j'ai fait interne en chirurgie. Et j'ai eu un chef de clinique qui m'a accompagné, qui m'a fait confiance dès la 2e année de médecine. J'ai dit, est-ce que je peux venir au bloc? Il m'a dit, venez. Et un jour, au mois d'août, il y avait une urgence de la main qui est arrivée. L'interne était parti dans le service, il a dit à Madame Massat, voilà une 2e personne, habillez Étienne. Putain, habillez Étienne. En chirurgie, on vous habille, vous voyez. Et là, tout d'un coup, je mets mes 10 doigts dans la chirurgie. J'ai dit, je serai chirurgien. Et après, donc, la médecine m'a amené à faire ses rêves d'enfance. Moi, je rêvais de faire des expéditions. À 14 ans, j'avais fait une liste de matériel avec le catalogue de la hutte, que certains doivent connaître là. Ah oui. Pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Pourquoi à 14 ans, dans les Pyrénées en hiver, et apparemment seul? Ça, c'est autre chose. Et ensuite, pendant 50 ans, j'ai été l'homme de ma vie. J'ai fait ce que je voulais. J'ai rencontré Elsa, avec laquelle nous avons 2 enfants. Et Elsa a pris le relais, effectivement, de cette confiance. Et je remercie Elsa qui est dans la salle. Elle m'a laissé la liberté d'inventer ma vie. Et on applaudit Elsa. Merci Jean-Louis. Question? C'est vous qui avez le micro, bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucie Gallaré, je suis étudiante à Sciences Po Toulouse. Et donc vous avez parlé du rôle et de l'importance de votre équipe et de votre entourage pour le dépassement de soi, justement. Et je souhaitais donc vous demander si ce dépassement de soi n'était pas reconnu ou célébré, est-ce qu'il perd de sa valeur ou est-ce qu'il a une valeur intrinsèquement personnelle? Jolie question en philosophie. Qui veut répondre? Étienne, vous avez le regard du philosophe sur le sujet. C'est intéressant philosophiquement. Mais je ne sais pas répondre à cette question. Ça veut dire que s'il n'y a pas de publicité autour de la chose, elle perd de sa valeur. Moi, je ne sais pas répondre. Je pense que quand même, quand on fait un truc, on n'a pas besoin que ce soit filmé pour sentir qu'on a fait un truc. Moi, je l'ai dit, je n'ai pas d'expérience d'exploit. Je suis un modeste coureur à pied. Je fais quelquefois des courses en montagne. On appelle ça des... Étienne, tu te trompes. Bah, Étienne, tu te trompes parce qu'il va sous l'eau, parce que je vais au pôle Nord, parce qu'il va machin. Toi, tu as fait des choses que nous n'avons pas fait. Tu as fait des études d'ingénieur, de brillantes études, de la recherche. Non mais oui. Il y a une valorisation. Les travaux au CEA, dingue, oui, évidemment. Je suis toujours ému quand j'entends parler Jean-Louis Étienne, j'ai l'impression qu'il est une sorte de réincarnation approximative de Michel Serres. C'est vrai. Qui justement... Et c'est pas que la coiffure. Hein. Non mais moi je voudrais... parce que je fais de la vulgarisation, donc j'essaie d'expliquer la physique à des gens qui n'en font pas, et je vois que beaucoup n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire que les mauvais souvenirs scolaires font qu'on estime souvent qu'on a un cerveau qui n'est pas autorisé à comprendre ce que les physiciens ont compris. Or moi j'ai du mal à comprendre la physique, j'ai toujours eu du mal. Et du coup j'ai beaucoup travaillé. Il est physicien. Mais quand on travaille beaucoup ces questions, on les clarifie. Bien sûr. Et parce qu'on les a clarifiées, on est capable de les expliquer à des gens qui ont a priori peur de la physique. Et pour ça, sans vouloir rebondir sur la question de façon artificielle, j'ai été aidé par des sortes de pères spirituels, comme Michel Serres, comme Bernard d'Espagna, comme Dominique Lecourt, qui m'ont expliqué des choses que j'étais incapable de comprendre tout seul. Si je peux rebondir par rapport à ça, c'est... Pour la traversée de la Manche, j'avais prévenu aucun média. C'est-à-dire qu'il y avait personne, quoi. Et donc, pendant les 2 ans, je me suis entraîné avec l'équipe. C'était vraiment entre nous, enfin entre l'équipe et moi, et cette transformation. Il n'y avait que mon petit France Bleu Poitou-Charentes, et puis France 3 Poitou-Charentes qui étaient là, qui m'ont suivi. Et c'est quand j'ai eu des problèmes en Angleterre que les Anglais ont voulu me prendre 5 000 € de plus en liquide pour être le premier à nager. Mais enfin bon, c'est une histoire avec les Anglais. Ah. Et que Susanna a lancé un appel sur Facebook en disant « Au secours, on est bloqué, je ne veux pas repartir pour un an d'entraînement avec Philippe, il faut vraiment que quelqu'un vienne nous aider », que les médias ont entendu parler qu'il y avait un mec qui n'avait pas de bras et pas de jambes qui a traversé la Manche.
Et c'est comme ça que c'est devenu, et en plus quand on va au bout, qu'on réussit, et c'est comme ça que c'est devenu une tempête médiatique. Donc je ne l'avais pas fait au départ pour que ça soit reconnu, mais je l'avais fait juste pour moi, et pour me sortir un peu de ce marasme dans lequel je vivais, et d'avoir un objectif à atteindre dans ma vie, c'est ce que je le dis, après mon accident, aujourd'hui je fonctionne seulement par objectif à atteindre. Un objectif plus ou moins loin, un objectif plus ou moins dur, mais un objectif pour continuer à avancer. Mais pour vous, ou pour votre entourage, ou pour le grand public, pour la notoriété? Non. Mais non, parce qu'en repartant, quand on arrive sur le Cap Griné en pleine tempête, je m'éclate contre la falaise, les deux gars me ramassent, ils me remettent sur le bateau, on repart en pleine tempête, et il y a deux sentiments qui m'attaquent. Je pense qu'on doit avoir tous ce même sentiment quand on réussit cet objectif, le sentiment de joie intense, on a réussi, et le sentiment de tristesse, c'est fini. Je vais me séparer de mon équipe, je vais rentrer à la maison. Qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est comme ça qu'en rentrant à la maison, sans rien dire à Susanna, j'ai dit je vais relier les 5 continents à nage. Il n'est pas rentré dégoûté, il a voulu continuer. Chloé, sur ce sujet? J'avais juste envie de faire un petit contrepoint par rapport à la question de l'entourage aussi, parce que peut-être certaines d'entre vous ont traversé des événements familiaux. Parfois, la famille, elle est vraiment le lieu de toutes les violences. Parfois, c'est pas du tout un endroit d'apaisement. Parfois, c'est pas du tout un endroit de soutien. Ça existe. Et je trouve ça important aussi de le souligner et de se dire qu'il est possible aussi de ne pas être soutenu par là, de trouver par ailleurs, je pense que Jean-Louis Etienne disait, d'autres figures, même des fois lointaines, même des gens morts qui ont écrit des livres, peut-être, et de pouvoir aussi se cramponner à ça. Et ça me refait penser aussi à cette question de est-ce que il faut que quelque chose soit médiatisé pour prendre de la valeur. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de toutes les envies d'instagrammer toutes les choses qu'on va faire pour essayer de valoriser voilà ça, et de se dire peut-être, du coup ça me fait rebondir à ce dont Guillaume parlait dans la toute première intervention, l'endroit de la curiosité. Parfois quand on rentre à l'intérieur de soi et qu'on observe justement comment ce qu'on croyait être des limites finalement n'en était pas, et qu'on peut aller un peu plus loin, et qu'on arrive à déployer une curiosité très fine là-dessus, c'est-à-dire qu'on porte une attention, mais c'est pas juste une attention, on y fait gaffe, c'est une attention scalpel, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Quand cette attention peut s'ouvrir, il y a quelque chose qui, comment je peux dire, qui va comme prendre valeur. C'est un peu une opération alchimique, si je dis comme ça. C'est-à-dire qu'on part d'un endroit où on bosse un truc qui est tout nul. Au départ, il n'y a rien, tout est foireux, c'est pourri, on n'y arrive pas, on comprend rien, machin, tout ça. C'est le plomb, quoi. Et en fait, on bosse avec précision, avec curiosité, avec douceur, avec attention, avec grande industrie, comme ils disent dans la table d'émeraude, vu que je parle d'alchimie, pardon. Oui. Mais, et à force, il y a de la lumière qui arrive. C'est ça, transformer le plomb en or. Et ça, parfois, ça se fait dans l'ombre d'un creuset alchimique, pour filer la métaphore. C'est-à-dire, ça n'a pas besoin de validation extérieure. Quand on est à cet endroit-là, on le sent dedans, et d'un coup, on s'aperçoit justement comme le fait d'être vivant. Je sais pas, il y a de la lumière qui circule, il y a quelque chose qui a du goût. Et du coup, c'est possible d'être très entouré, que ça circule, et c'est possible aussi parfois d'être isolé et quand même de toucher quelque chose. C'est de l'art philosophal. Bien sûr. Je pense que... Juste très rapidement, Philippe Guillaume. Juste très rapidement, je pense qu'il est aussi important qu'on en parle après derrière, parce que justement, Marion Hans, quand elle a traversé la Manche, elle n'a pas traversé la Manche pour moi. C'est le fait de l'avoir vue à la télévision qui m'a donné cette idée et qui a fait qu'aujourd'hui, j'aime ma vie d'aujourd'hui parce que je l'ai réalisée comme elle. Tu vois, Théo Curin, qui m'a vu traverser la Manche, lui, il a fait des aventures. Emeline Pierre, elle a fait les Jeux paralympiques. C'est aussi des passages de flambeau, de le faire connaître aussi. Ça, c'est hyper important aussi. Eh bien oui, bien sûr. Guillaume ? Oui, moi je dirais aussi, pour apporter un contrepoint, qu'il faut aussi être vigilant et faire attention à cette idée de ce qu'on peut représenter quand on est sur le devant de la scène, cette idée des modèles, des idoles, parce que ça peut donner, dans cette société du spectacle, de la démonstration qui est amplifiée par les réseaux sociaux, ça peut creuser un écart entre monsieur tout le monde qui est chez lui et qui pense que le dépassement de soi, du coup ça devient réaliser des exploits à la hauteur de ce qu'on nous présente. En réalité, il faut redéfinir qu'est-ce que c'est que le dépassement de soi. C'est quelque chose qui est très intime, qui est très personnel. Et en réalité, le dépassement de soi, on peut le faire dans notre quotidien sur des tâches qui paraissent complètement anodines. C'est pour moi faire le petit pas de côté pour faire quelque chose, changer son point de vue et essayer de
voir son quotidien avec un regard légèrement différent, avoir cette curiosité de se réinventer sur des petites choses et sans avoir besoin de forcément le partager ou de le mettre en scène. Évidemment. Et oui, je pense que c'est important aussi de remettre à l'échelle de absolument tout le monde. Bien sûr. Quand tu as laissé traîner la vaisselle pendant 3 jours et que tu l'as fait le 3e jour, c'est un exploit, tu es super content. Mademoiselle, vous aviez une question. Bonjour. Tout à fait. Bonjour, donc Clara Marigot, je suis également étudiante à Sciences Po Toulouse et j'ai écouté du coup tout ce que vous disiez par rapport au rapport à soi, dans le dépassement de soi, parce que je suis persuadée que c'est quelque chose qui est intime, comme vous l'avez dit. Est-ce que finalement, quand vous réalisez un exploit, ou du moins un dépassement, ça ne crée pas une forme d'addiction chez vous qui fait que vous avez envie de toujours aller plus loin dans ce dépassement? Et est-ce que ce sentiment d'addiction, il vous rend, entre guillemets, éternel insatisfait, dans le sens où vous avez toujours envie d'aller plus loin? Et quel est votre rapport à la notion d'exploit par rapport à ça? Voilà. Jean-Louis, qu'est-ce que vous répondez à cette question tout aussi passionnante comme les autres? Est-ce qu'il y a toujours l'envie d'aller plus loin? Vous, il y a quand même une chose scientifique derrière, une quête scientifique. Non, je cherche à me faire plaisir. Ah. Vous voyez? Il a raison. Et les expéditions que je fais, ce sont des objectifs, effectivement. En général, c'est un trépied. Il y a une zone difficile d'accès, c'est souvent les régions polaires. Il y a un intérêt scientifique, un moyen nouveau à construire pour y aller. Voilà, là, il y a le trépied. Et ensuite, moi, je suis un logisticien, je ne suis pas un scientifique de terrain, même si j'ai une culture. Et donc, ce sont des objectifs à atteindre. Et je trouve que un objectif, si vous voulez, c'est du travail, du temps, de la persévérance. Ça prend des fois 2-3 ans pour le construire. C'est ce que je disais tout à l'heure, sortir toutes les antennes, sortir pour capter ce qui va l'enrichir. On vit de la construction déjà du projet comme on vit d'une envie de partir en voyage. Donc c'est quelque chose. Puis ensuite, il faut trouver les moyens pour la réaliser. Donc c'est une vraie construction. Et la réalisation, c'est un aboutissement, c'est une récompense. Vous voyez? Et donc ce qui se passe, au fur et à mesure que j'avance, je découvre des nouvelles choses, des rencontres qui créent des... Et puis, je suis sans limite au sens où je ne me retiens pas. Les projets que je fais sont de plus en plus coûteux. Mais je n'ai pas un rond. Mais ça ne me dérange pas. On va passer tout à l'heure avec un chapeau, mesdames et messieurs. Ce qui est important, c'est, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée et le partage de cette idée. C'est avec ce partage-là qu'on va convaincre des partenaires, si vous voulez. Donc c'est un travail d'écriture en même temps. Vous voyez, c'est aussi ingrat que l'autostop, quand même, chercher des ronds. Vous êtes sur le bord de la route, vous êtes quelqu'un de bien, vous allez voir mamie, l'amoureux, je ne sais pas qui, et vous, ça passe, personne ne s'arrête. Et de temps en temps, il y a une voiture qui s'arrête, il vous fait faire 10 bornes, c'est pas beaucoup, mais il vous a apporté quelque chose. Donc ce sont des projets sur la lenteur qui vous construisent. C'est une construction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que l'objectif, c'est la construction pour l'atteindre qui est importante. Et petit à petit, on apprend de ces choses-là, on devient... Et donc le projet après, il n'est pas pour faire encore plus, il est pour répondre à une attente. En fait, c'est sur ce parcours-là. Et il faut oser. Moi, je vous dis, j'ai pas un rond, il faut oser. Oser, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Il ne faut pas s'arrêter à la norme, à l'expert. C'est Brel qui disait « Le monde se meurt par manque d'imprudence ». Vous voyez, c'est vrai, quoi. Donc, c'est intéressant. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est pas, on s'en fout. C'est votre histoire. Mais là, il faut y donner du temps, du travail, de la persévérance. Le cri du cœur de Jean-Louis Etienne. Alors... J'ai un rôle terrible, les gens pensent que mon métier est facile, pas du tout. Tu modères et en plus tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup le temps de laisser répondre tout le monde, donc je vais frustrer tous les autres pour passer aux autres questions des étudiants, pour avoir le temps de répondre à chacun des étudiants, même si chacun d'entre vous aurait pu éclairer la question. C'est vous, mademoiselle, bonjour. Bonjour, du coup je m'appelle Carla Mamou, je suis étudiante à Dauphine et moi je m'interroge sur notamment la résilience, vu qu'on n'en a pas encore parlé et je pense que c'est intimement lié au dépassement de soi. Donc j'aimerais savoir, selon vous, comment fait-on par rapport à la résilience? Elle se construit, elle se cultive? Qu'est-ce que vous en pensez? Étienne, en tant que philosophe sur ce sujet. Non, moi je déteste le mot résilience, je trouve qu'il est...
Il est mis à toutes les sauces. D'ailleurs, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'il y a des accidents qui peuvent être, je l'ai dit, révélateurs de nouvelles trajectoires dans lesquelles on s'épanouit davantage. Par exemple, moi, j'ai perdu une corde vocale il y a très longtemps. J'ai perdu la voix, en fait. Et j'ai mis du temps à me rééduquer. Et maintenant, je fais de la radio. Non, tu ne l'as pas perdu, c'est ta voix. Ah non, mais et on te reconnaît non, dans justement, toutes les émissions. mais j'ai mis 30 ans à dire que c'était ma voix, alors qu'avant, je disais ma voix, c'était celle d'avant, quand je pouvais chanter. Évidemment. Je pouvais chanter autre chose que du Brassens. On salue Carla Bruni. Maintenant, je ne peux chanter que du Brassens, mais maintenant, je dis que c'est ma voix, parce que mon identité et même mon caractère se sont adaptés à ma voix. Par exemple, quand on est... Je ne peux pas aller dans les aigus, donc je ne peux pas crier. Donc, si je m'énerve et que je ne peux pas crier, je suis ridicule. Donc je m'énerve jamais. Mais quel bonheur! Et mes 2 fils qui sont dans la salle ont été élevés dans une douceur incroyable. J'espère qu'ils ont abusé. Un mot, pardon, sur la question de la résilience, justement. Moi, je trouve que la résilience est hyper importante. Je vais défendre Boris Cyrulnik. Oui, parce que... Mais non, moi, j'ai eu plusieurs outils de résilience dans ma vie. Ouais. Je dirais le premier outil de résilience, je l'ai dit tout à l'heure, à ma famille, mes amis. Le deuxième, l'amour. Le troisième, l'humour. L'humour a été un outil de résilience extraordinaire pour me reconstruire. Ouais. Parce que vous avez d'abord l'humour qui pique, qui fait du mal à vos proches, vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire du mal à ceux qui vous entourent. Donc vous faites avec un humour bizarre, qui même vous fait pleurer vous-même. Après, il y a l'humour potache du centre de rééducation. Et l'humour que j'aime pratiquer aujourd'hui, l'autodérision. J'adore l'autodérision. Et bien sûr, l'outil de résilience qui m'a vraiment reconstruit, qui m'a permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, celui qui m'a permis d'accepter ma nouvelle vie, c'est le sport. Le sport m'a reconstruit, j'ai pu aller communiquer avec les gens, je suis sorti de mon marasme. Et après, c'est à chacun de trouver son outil de résilience. L'outil de résilience peut être dans l'écriture, tu l'as très bien dit tout à l'heure, dans faire quelque chose autre du dépassement de soi. On parle du dépassement de soi, de la résilience. Je pense qu'on n'est pas loin dans ces deux-là. C'est de faire de l'écriture, c'est de reprendre des études, apprendre à faire de la cuisine, j'en sais rien. Mais à chacun de trouver son outil de résilience pour se reconstruire, à trouver son objectif. Est-ce que l'objectif, l'outil de résilience, le dépassement de soi, tout ça, ça s'entremêle, ça s'entrechoque dans nos parcours de vie? Je pense que oui. Justement, on ne l'a pas dit, mais Guillaume, vous avez un accident important. Attends, excuse-moi, on ne m'a pas applaudi. Ah oui, pardon. Ça participe de la résilience. Merci pour ça. Guillaume, accident de plongée, un mot qui a changé votre vie aussi. Oui, alors je vais le résumer très, très rapidement. En 2015, après avoir réalisé mes 126 mètres, qui était mon record personnel et qui était juste en dessous du record du monde, j'annonce, puisqu'en championnat, en compétition, on annonce la profondeur que l'on veut tenter, un peu comme en saut en hauteur, en saut à la perche. Et on essaie de plonger à la profondeur qui est demandée. Donc j'annonce 129 mètres, ce qui m'aurait fait aller à 1 mètre de plus que le record du monde qui était à 128 mètres. Donc je tentais de battre mon 5e record et je descends, j'arrive en bas, je me dis que c'était difficile, mais j'ai réussi à faire la moitié du chemin. Je remonte, à quelques mètres de la surface, je perds connaissance, je fais ce qu'on appelle une syncope. Donc là, l'équipe d'organisation me récupère. Et je réalise, en revenant à moi, après quelques minutes d'hébétude, que en fait, l'organisation s'est trompée dans la mesure du câble. Et au lieu de m'envoyer à 129 mètres, ils m'ont envoyé à 139 mètres. Voilà, ce qui fait que je suis descendu 10 mètres de plus que le record du monde que je tentais. Cet accident, effectivement, il a changé beaucoup de choses. Il m'a mis face à ce... Déjà, je suis passé à 2 doigts de la catastrophe et il m'a mis face à cette idée que rien ne peut être prévisible. L'imprévisible est partout. On est dans un monde incertain et quand on tutoie les limites, justement, j'ai jugé que c'était le moment pour moi de dire stop dans cette quête au record. Cette quête des records, c'est pas un stop de la profondeur. J'ai toujours cet amour des profondeurs. Je continue de plonger. Je continue régulièrement, chaque année, à aller dans la zone des 100 mètres. Mais quand on est proche de sa limite, c'est vrai que ça se joue à pas grand-chose. Et en réalité,
Je dois beaucoup à cet accident, je dois beaucoup, donc Étienne en parlait aussi tout à l'heure, savoir quoi faire de ces échecs. Je pense qu'on apprend beaucoup plus quand on se casse la figure, quand on réussit. Et ça a été un autre point de départ pour développer une autre approche des océans. Excuse-moi, mais tout le monde se pose la question, il a été validé au moins le record? Non, non. Parce que l'injustice dans ce sport, c'est que le record n'est validé que quand les gars sont ressortis, sont capables de sortir les 3-4 mots qu'il faut pour être validés par le jury. Oui, bon, moi je trouve que c'est heureusement qu'il y a un protocole. Sinon, vous imaginez, on irait jusqu'à remonter à moitié mort et puis on dirait bon, il est vivant, il respire, c'est bon, il a son record. Hein. Non, il faut être en pleine possession de ses moyens et remonter en surface. Et moi, je me suis toujours attaché à remonter, même avoir le sourire, avoir de la marge, garder le plus loin possible cette idée de la limite, justement. Ne pas être trop au bord du précipice. C'est ça une plongée pour moi réussie. C'est cette plongée avec la sensation que la maîtrise est totale, absolue du corps, de l'esprit et du rapport avec l'eau. Merci. Question. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. Je m'interrogeais sur la question de limite, justement, abordée par chacun d'entre vous et notamment par Chloé. J'avais envie de vous poser la question de comment naviguez-vous entre justement le fait de vouloir repousser sans cesse vos limites et composer avec vos vulnérabilités, avec vos histoires personnelles, avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Voilà, savoir comment vous opérez par rapport à ça. Donc, Chloé, Philippe, si vous voulez répondre. Chloé ? Oui, du coup, j'ai toujours envie de souligner que le fait de repousser les limites, c'est de découvrir en fait qu'elles n'étaient pas là. Du coup, il m'importe vraiment de gommer, en tout cas par rapport à moi, de témoigner que dans ma pratique, la question de vaincre n'a pas lieu. La question de la bagarre avec soi-même n'a pas lieu. Oui. Si quand je suis là-haut, j'ai un malaise, si je lâche, je meurs. À combien de mètres ? Je ne suis pas très haut, je suis autour de 7 mètres, mais à 7 mètres, ça suffit de dire si on lâche, probablement on meurt. Donc quand on est suspendu par un bras à cette hauteur-là, en fait, ça reviendrait au même de monter plus haut, mais mon cerveau, plus haut, il faut que je prenne le temps de travailler parce que mon cerveau n'est pas habitué aux perspectives. Et si je vais plus haut, j'ai de la peur qui va venir et qui va du coup faire que je serre plus, que je rentre dans la spirale de la fatigue, etc., et du stress et tout, et de la respiration qui se bloque. Oui. Et moi, ça va pas. Et voilà. Du coup, comment on fait avec ça? C'est l'endroit de la vulnérabilité. C'est le même que l'endroit des forces, en fait. Au plus tu forces quelque part, au plus ton bras il va se mettre à trembler. Au plus tu déploies de la force quelque part, au plus tu n'en as plus après. Du coup, c'est un jeu et tenir bon. Moi, ma pratique, c'est tenir bon. Ça va avec savoir lâcher à des endroits. Mais alors, c'est pas du tout le lâcher-prise tel qu'on le prône dans les pratiques genre bien-être. Moi, le lâcher-prise, c'est genre tu veux ma mort. C'est un non-sens absolu. Par contre, la question est de savoir qu'est-ce qu'on tient, qu'est-ce qu'on lâche. Et c'est aussi le fait d'essayer de scanner avec justement cette précision de scalpel dont je parlais, les possibles et les impossibles. Et de les aimer tous. C'est-à-dire à un moment, ça passe pas par là, ok. Quelle mobilité, qu'est-ce que je peux trouver autour de ça, comment je peux aussi me dire que le renoncement, qui n'est pas l'abandon, parce qu'effectivement je pense qu'abandonner, il y a un entraînement à ne pas abandonner. Par contre, le renoncement peut être une compétence qui permet de préserver sa vie. Et ça, c'est important aussi pour ça de pas, pour moi en tout cas, rentrer dans des dynamiques de challenge et de choses comme ça. Mais on peut aller très très loin aussi dans des dynamiques avec de la douceur en fait, et une grande attention. J'ai 4 étudiants qui doivent poser des questions encore et je vois la pendule tourner. Mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour. Flore Vachon, étudiante au CELSA. Moi, je me demandais quel était votre rapport à la comparaison aux autres. J'ai le sentiment que, notamment à l'ère du numérique, avec les réseaux sociaux qui sont un peu une vitrine sur les exploits individuels de chacun, il est très facile de se comparer. Donc ça peut être positif dans une dynamique d'inspiration, de se dire « Ah, il le fait, moi aussi je peux le faire », ou au contraire, rabougrir ce qu'on pense de soi. Je me demandais si l'autre, c'est plutôt un frein ou plutôt un catalyseur dans le dépassement de soi. Intéressant aussi comme question. Qui veut répondre? Guillaume, je vous ai vu
Acquiescer. Non, moi, j'ai abordé en 2 mots tout à l'heure justement cette idée de double tranchant. Donc, disons qu'avec la place que prennent les réseaux sociaux et l'exposition et la mise en soi de soi-même, je dirais que ça peut devenir problématique. J'ai l'impression qu'on passe qu'on bascule dans une zone un peu de flou et moi qui me fait un peu peur. C'est audible ce que vous entendez là justement sur le dépassement et notamment parfois d'être influencé par d'autres, se dire tiens je vais faire mieux que l'autre. La compète elle existe pour les scientifiques? Voilà, chez les scientifiques, il y a la compétition, on appelle ça de la coopétition. Ah oui. Coopétition, parce qu'on est en compétition, mais on collabore. Donc, je parlerai plutôt d'émulation, faire des découvertes. Alors, moi, j'ai jamais fait de découverte, mais par exemple, les gens qui ont découvert le boson de Higgs en 2012, ils étaient, en tout cas quelques années avant, en compétition avec des concurrents américains, etc. Donc, oui, ça doit jouer un rôle, mais la joie qu'ont éprouvée ceux qui, au mois de juin 2012, ont vu dans les signaux les prémices de ce qui allait devenir la signature du boson de Higgs, cette joie, la joie qui vient du fait qu'on a le sentiment d'avoir touché le réel dans ses profondeurs ultimes, c'est une joie qui ne doit rien à la compétition, qui est une joie intérieure, je pense. Merci pour ça. Autre question d'un côté ou de l'autre. Jeune homme, bonjour. Bonjour. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Mahmoud Dahi de INP Grenoble. Ne pensez-vous pas qu'il existe des formes de dépassement de soi qui sont faites d'une manière inconsciente? La question, c'est par exemple, si vous avez un phénomène physique, pour le comprendre, est-ce qu'il faut attendre jusqu'à la fin de l'expérience et après avoir la conscience de ce qui s'est passé? Jean-Louis. Vous avez 3 heures pour répondre, évidemment, parce qu'on a bien compris que le sujet appelait... Ce dont j'ai mes réserves, je dirais, mes réserves ou mes évasions, elles sont dans des choses qui me rassurent et qui me ramènent à une juste valeur de nous humains. C'est 2 choses. D'une part, c'est qu'on ne sait pas créer la vie. Si vous dites à une maman qui a 2 enfants, on ne sait pas créer la vie, mais moi j'ai eu 2 enfants. Mais vous avez fait 2 enfants avec un spermatozoïde et un ovule qui étaient déjà 2 cellules vivantes. Donc on n'a toujours pas réussi, avec de la matière minérale, la mettre créer un Big Bang artificiel, quelque chose. Et dans le tube à essai, qu'est-ce qu'on voit? On a réussi à faire des protéines, c'est-à-dire la matière première des cellules, mais rien qui bouge. Et si vous entrez dans ce mystère de la vie, les religions, elles ont trouvé le truc, ça s'est fait en 6 jours, d'accord? Et vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous allez au-delà de cette curiosité, sans empreinte d'une religion, la religion c'est une invention de l'homme, si vous voulez. Donc si vous entrez dans ce mystère-là, il y a de quoi s'évader pour longtemps. Et ça fait du bien de savoir qu'en fait, cette part de là, du vivant, le point de départ de tout ce que nous sommes, nous, puis nous sommes mourants. La seule chose qui va nous succéder, ce sont nos enfants, si vous voulez. Et donc, c'est eux qui portent la moitié de votre patrimoine génétique. Si bien que, et puis nous, on va disparaître, une fois que le boulot est fait. Si bien qu'en fait, on est peut-être piloté par les gènes. Ce sont les gènes qui ont pris le relais de notre succession. D'où on obéit aux gènes, au bout d'un moment, on n'a plus, dégage. Il y a ce mystère-là de la vie. Et deuxièmement, on dit, tous là, on part en voyage dans le cosmos. Hein? Pas d'histoire d'Elon Musk, on va beaucoup plus loin. On part dans le cosmos. On va passer Bételgeuse, qui est notre 2e galaxie. Et après, on continue. Dans quoi on est? Dans une sphère, dans un cube. Imaginons qu'on soit dans une sphère, on a passé la frontière, et après, voilà. Donc c'est ces 2 dimensions-là, moi, qui me rassure en même temps et qui me ramène, si vous voulez, à une juste valeur de ce que nous sommes. Merci. Je rappelle que nos intervenants sont à jeun quand ils interviennent. Et merci, cher Jean-Louis. Non, mais c'est toujours le plaisir. Moi, je ne l'aurais pas fait. Hein. Autre question. Bonjour, je m'appelle Apollonie Pipon et je suis aux Mines de Paris. Moi, j'aimerais bien repartir sur vos expéditions au pôle Nord, Jolo Étienne, et vous demander
ce que vous ressentez au moment où vous êtes prêt à abandonner dans les conditions extrêmes que vous traversez. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous et qu'est-ce qui fait que vous restez et que vous abandonnez pas? D'abord parce que pour revenir en arrière, ça va être un peu compliqué. Cher Jean-Louis, expédition au pôle Nord. À un moment ou un autre, quand on en a ras-le-bol, envie d'arrêter, tout est gelé. Qu'est-ce qui fait qu'on continue? On trouve où la chaleur dans la motivation? Oui, eh ben, j'étais seul. Je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé d'être seul. Tout ce qu'ils avaient essayé avant, ils étaient en groupe. Il n'y avait que 4 Finlandais qui avaient réussi à faire le pôle Nord en tirant leur traîneau, etc. Et donc je pense que si on avait été 2, ce que j'ai connu à un moment donné, que je vous ai dit, moins 52, proche de... J'étais en hypothermie déjà. Moi, je suis sûr que moi-même, j'aurais dit à l'autre, on fait les cons là, rentrons. Ah oui? Oui. Le fait d'être seul, j'avais la responsabilité personnelle de cet engagement. C'est un engagement que j'avais avec moi-même, quoi. Hein. Et ce n'était pas du tout une notion d'exploit. J'avais fait beaucoup de navigation, j'avais fait la course autour du monde avec Tabarly, j'étais capornier, j'étais à la face nord de l'Everest. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse mon pôle Nord à moi, mon Everest à moi. Wow. Et ça a été le pôle Nord. Et le pôle Nord, ce n'est pas compliqué. Tirer un traîneau, vous n'avez pas de faire un stage. Hop, on vous le met là, vous avez compris. Il faut simplement être un super campeur, parce qu'il caille. Voilà, un bon campeur. Parce que quand vous marchez, même s'il fait moins 40, on n'a pas froid. Mais quand vous arrêtez sous la tente, c'est là qu'on devient fragile. Voyez. Et donc j'ai résisté, ça m'a aidé cette solitude, je dirais, enfin ça me concerne, quoi. Hein. Mais j'ai failli abandonner plusieurs fois. J'ai un principe, remettre le rêve à la surface. Tu vois, tu t'engages, tu es complètement éreinté, ça va plat, tu commences à avoir des doutes. Revenir à ce rêve originel qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé de venir là. Donc remettre le rêve à la surface, c'est quelque chose qui est remotivant. Et puis je me suis dit, je vais aller où je peux. Et avec l'expérience, petit à petit, je suis allé au pôle Nord. Le pôle Nord, ce n'est pas comme l'Everest ou le Mont Blanc, il n'y a rien. Vous arrivez dans un désert blanc sur une banquise qui bouge sans arrêt, donc vous mettez le drapeau « Vive la France », mais une heure après, il n'est plus là, quoi. Donc, parce que ça dérive. Et donc, c'est un grand moment de ma vie, si vous voulez. J'avais essayé en 85, j'ai réussi en 86. J'arrive au pôle Nord, il n'y a rien, c'est par la navigation. En 86, il n'y a pas de GPS, pas de téléphone, je navigue avec le soleil. Là, je pense que j'y suis. J'ai une balise Argos qui annonce que je suis à 89 993. Donc, c'est absolument génial. Donc, je me suis dit à un moment donné, putain, j'arrive au pôle Nord, à un moment donné, comme c'est l'axe de rotation de la Terre, je vais partir. Non, rien. Et donc, ce n'est pas identifiable. Voilà. Et donc, je me suis détaché du traîneau. Je me suis dit, maintenant, je suis libre. J'ai dit au traîneau, je suis libre. Enfin, j'ai parlé. J'étais seul avec le matos. J'ai remercié le réchaud, qui était un saint-sacrement. C'est lui qui me donnait la vie. Voilà, donc il y a eu ce dialogue avec les petites choses qui m'entouraient, vous voyez. Et donc là, j'ai ressenti quelque chose d'une récompense absolument extraordinaire, où toutes les cellules de mon corps semblaient heureuses. Vous voyez, je veux dire, c'est rare. C'est quasi orgasmique, vous voyez, vous savez plus ce qui vous arrive, quoi. Et voilà, donc j'ai eu cette récompense-là. Je pense que les Parisiens ont compris puisqu'ils ont vécu quelques flocons de neige il y a 3 jours. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour, Adèle Combaret, étudiante à Subbiotech. Alors, j'ai une question qui s'adresse particulièrement à vous, Philippe Croison, mais je pense que tous les intervenants peuvent avoir une réponse. Quel déclic permet de sortir de son canapé après 7 ans allongé dessus, mais surtout, comment ne pas y retourner? Ah. D'abord parce que sa femme l'a foutu dehors en disant, écoute, tu te sors du canapé, on n'en peut plus. C'est ça. Philippe. Comment ne pas retourner dans le canapé? Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, c'est que depuis que j'ai sorti de ce canapé, et depuis l'accident, enfin il y a eu l'accident et après il y a eu ce plongeon, les fameuses 5 phases du deuil, hein, que tout le monde connaît. Hein. D'abord la négation, on refuse ce qui nous arrive, on refuse la sanction, avec les fameux pourquoi qui vous attaquent. Après il y a la négociation, on négocie avec soi-même, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Là c'est vraiment un gros conflit. Après il y a la dépression, il y a la colère, et enfin l'acceptation. Et une fois que j'ai franchi ces 5 phases, au bout de 7 ans de canapé, où j'étais vraiment... J'ai créé aussi une 6e phase, hein, je dois être honnête, j'ai créé la phase gros con. J'étais vraiment le gros con de base dans mon canapé, j'étais l'homme le plus méchant du monde, je voulais voir personne, j'étais méchant avec mon épouse, ainsi de suite. Enfin, c'était assez terrible à vivre et elle a tenu le choc pendant 7 ans. Et depuis ce temps-là, depuis que j'ai quitté le canapé, j'ai jamais voulu y retourner, quoi. Donc je me fixe toujours des objectifs à atteindre. Et Jean-Louis Etienne l'a très bien dit tout à l'heure, c'est l'envie qui me porte. Je ne vais pas mener une aventure parce qu'il faut faire une aventure absolument. Je le fais parce que j'ai envie. J'ai envie, c'est un de mes rêves. Et donc, une fois, c'était 3 ans après avoir relié les 5 continents à nage,
Ça faisait 3 ans que je foutais rien, et c'est Susanna qui m'a dit, chérie, dis donc, ça fait longtemps que tu n'es pas parti à l'aventure, et tu commences vraiment à être un gros lourd. Et elle m'a dit, t'aurais pas un rêve? Et là, je lui dis comme ça, parce que j'étais petit, je regardais le Dakar quand j'étais petit. Je dis, bah voilà, je vais être pilote sur le Dakar. J'ai jamais été pilote de ma vie, comme j'avais jamais nagé de ma vie avant. Et ben, j'ai monté une équipe et j'ai transformé tout ça en réalité. Donc voilà, c'est fixer des objectifs. Aujourd'hui, je fais à peu près entre 100 et 120 conférences à l'année. Donc aujourd'hui, mon métier, j'adore être en face des gens, j'adore partager mon expérience. Je le partage aussi avec l'académie qu'on a créée avec plein de petits gamins capables autrement. Donc voilà, tout ça, ça évite que je retourne dans mon canapé. Je l'ai beaucoup aimé pendant 7 ans, mais là, je ne l'aime plus du tout. Donc pour qu'il reste où il est. Là. Oui. Chloé, juste un mot, parce qu'on ne parle pas que d'exploits sportifs, il y a aussi finalement une soif de création, il y a une soif poétique, il y a une soif culturelle aussi. Ce qui fait que peut-être vous sortez de votre canapé, si je reprends la question, ce qui fait que vous allez créer, des spectacles finalement aussi avec votre art. Il y a quoi? Il y a cette envie de création, de partager aussi, d'offrir une création. Vous dites quoi? Non, les spectacles, c'est mon travail alimentaire, on va dire. D'accord. Il faut que je gagne des sous, je ne suis pas rentière. Ouais. Donc je fais des spectacles parce que c'est un moyen encore de pouvoir vivre avec ça. Le cœur de mon travail, c'est essayer de sentir et d'appréhender de plus en plus finement, toujours cette précision au scalpel à laquelle je tiens, oui. Cet endroit du suspens, du corps, du souffle, des jugements, et cet endroit du coup de petite inquiétude, incertitude. Donc le cœur de mon travail, c'est ça. Il se trouve que de manière concrète, oui, j'ai trouvé que je pouvais en faire des spectacles et pour l'instant, ça marche. Super. Voilà. C'est décevant, peut-être. En tout cas, c'est pas vous qui viendrez voir les spectacles prochains qui jouent tellement je casse le truc. Et bien sûr que non. Merci pour ça. Tous les étudiants ont posé des questions. Je voudrais prendre juste une ou deux questions peut-être dans la salle si je voudrais frustrer personne parce qu'on est quand même à la Cité aussi pour ça. Est-ce qu'on peut allumer un tout petit peu la salle? Et qui a des micros? Est-ce qu'on a des micros? Mademoiselle, on va apporter un micro. Je vois une main qui se lève ici, une main qui se lève là-bas. Très bien, allez-y, je vous en prie. Bonjour madame, je vous invite à vous lever si vous le pouvez, puisque la presse internationale vous filme. Merci. C'est pour vous mettre à l'aise. Bonjour. Dépassé mes limites, moi, ce soir. Mais très bien, régalez-vous. Bonjour. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, je voulais savoir quelle est la place ou l'importance du ou des détails dans vos expériences et celle de la douleur et ou de la souffrance. Qu'est-ce que vous faites de ça? Détails et souffrance. Enfin, ou douleur. Oui, Étienne. Merci, madame. Alors, il y a un écrivain japonais qui s'appelle Murakami, qui fait des courses de 100 km sur route. Et il a écrit un livre là-dessus dans lequel il dit « La douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. » Et donc, on a toujours mal quelque part, mais on n'est pas obligé de dire qu'on a mal. D'ailleurs, moi, une fois, avant les courses et les ultra-trails, on a un corps qui réagit par l'angoisse, on a mal partout. En fait, c'est psychique. On va voir des kinés, des ostéos. Et une fois, j'avais mal au genou et j'ai dit à l'ostéo, monsieur, j'ai mal au genou. Il m'a dit, vous avez un problème de couple? J'ai dit, pas plus que d'habitude. Et pour lui, c'était un lacanien, je ne savais pas. Un problème de genou, c'est un problème d'articulation entre le je et le nous, si vous voulez. Et donc, je suis allé voir un kiné. Un kiné freudien qui m'a... Il fallait changer d'école. Non mais c'est pas une plaisanterie, c'est-à-dire dire j'ai mal au genou, ça ne produit pas le même effet dans la tête quand on court que mon genou a mal. Mon genou a mal, c'est pas le même message. Et d'ailleurs, on apprend dans ces courses très longues qu'on peut avoir mal à cause des efforts qu'on fournit, puis cesser d'avoir mal alors qu'on continue la même chose. Mais quand on fait du sport de haut niveau comme ça, la douleur fait partie du sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas progresser si on n'est pas dans la douleur. Et je me souviens de ma coach en natation me disait à chaque fois, je dis putain, excusez-moi, je vais dire un gros mot, j'ai vraiment mal, là, vraiment je suis dans la souffrance. Et à chaque fois elle me disait, la souffrance n'est qu'une information, ta gueule et nage. Mais c'est vrai, elle me le disait tout le temps ça. Donc, et c'est comme ça qu'on progresse, parce qu'on est dans la douleur. Et évidemment, le ta gueule n'était pas pour la coach, mais pour vous-même. Oui, exactement. Merci. Guillaume. Je peux dire une chose? Bien sûr, bien sûr. C'est que le cerveau est bien fait. En fait, moi, il m'est arrivé une fois, pendant très longtemps, d'avoir peur en montagne. Dans les rangs de Jura, ça a duré 2 jours. J'avais une côte cassée.
Et en fait, les zones du cerveau qui gèrent la douleur sont les mêmes que celles qui gèrent la peur. Et malgré la côte cassée, j'ai pu grimper parce que j'avais très peur. Et une fois qu'on sait qu'on est tiré d'affaire, on n'a plus peur et on a très mal. Et donc, il y a un truc à gérer là. La prochaine fois que vous avez très mal, ça ne marche pas vraiment dans les deux sens. Non, c'est sûr. Mais quand on a très peur, le fait d'avoir mal est relativisé. Merci. À cause de vous, ce soir, tous les couples vont se dire on ne parle plus de nos genoux respectifs ou alors c'est en thérapie qu'on en parlera. Guillaume, juste en un mot, la question du détail est importante, là, de la souffrance, de la peur. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Vous, c'est un sport, c'est la haute performance de détail. Oui, comme tous les sports de haut niveau, à un moment donné, quand on approche des limites, évidemment, on fait attention aux détails, mais je dirais que c'est même une quête, l'idée du détail. Cette comparaison, cette analogie avec le scalpel, je l'aime beaucoup parce que c'est en fait devenir un athlète, c'est pas forcément faire de meilleures performances, c'est avoir une connaissance de plus en plus fine, une écoute de plus en plus fine de soi, du corps, de l'esprit, du dialogue entre le corps, l'esprit et les éléments. Et pour moi, une performance réussie, je le disais tout à l'heure, c'est à arriver à ce niveau de finesse. On arrive à percevoir, à ressentir dans le moindre détail, à savoir quel est le petit détail qu'il faut changer pour que la performance soit parfaite. Et finalement, le chiffre devient complètement secondaire. Oui. Merci beaucoup. Monsieur, je vous offre la dernière question. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez. Bonjour. Bonjour, j'avais une question justement pour Guillaume Negri. Vous avez un record à 126 mètres, on vous a envoyé par erreur à 139 mètres. Est-ce que vous saviez la limite à ne pas dépasser justement pour ne pas avoir cet accident? Alors, cette idée de la limite, ce rapport à la limite est omniprésent dans l'histoire de la plongée en apnée. Dans les années 60, quand les premiers apnéistes qui étaient dans cette quête de l'exploration du corps ont commencé à aller profond, les médecins, les scientifiques qui découvraient qu'il y avait ces allumés qui allaient au-delà des prévisions, avaient fait des calculs, avaient dit 50 mètres c'est la limite, on ne peut pas aller au-delà de 50 mètres. Et puis c'est Jacques Mayol, Enzo Mallorca, vous les connaissez tous, hein, si vous avez vu le Grand Bleu, ils ont vraiment existé, sans aller au-delà. Dans les années 70, on avait pensé que la limite, donc toujours les mêmes scientifiques et médecins, en faisant des calculs très théoriques, pensaient que la limite était à 100 mètres, et puis en réalité, on est allé bien au-delà. Et donc, ce rapport à la limite, il est omniprésent. Et quand j'annonce une performance, je décide d'aller à 129 mètres, c'est que je suis à peu près certain que 129 mètres, ça va bien se passer parce que les 126 mètres des quelques jours qui précèdent ont été réalisés avec beaucoup de facilité, beaucoup de marge. Donc je sais que quand j'annonce 129 mètres, il y a une marge de manœuvre. Quelle est-elle? Ça, évidemment, il faut qu'elle soit la plus grande possible. On ne peut pas avoir 10 mètres de marge sur un jour de record du monde, surtout que c'est 10 mètres pour descendre et 10 mètres à remonter. Donc au total, ça fait 20 mètres à nager. Et je pense que si l'organisation s'était plantée d'1 mètre, par exemple, ou de 2 mètres, ça serait bien passé, j'aurais rien vu, j'aurais rien senti. Je me serais dit, tiens, c'était plus dur que ce que je pensais. Donc il y a dans cette idée de la limite, la réalité de la limite, et puis la limite que l'on se construit aussi mentalement avant de plonger. Si le jour des 129 mètres, on m'avait mis 131, mais en me disant avant de plonger, écoute, on a préféré te mettre 128, je pense que j'allais à 131. Le jour des 129, si on m'avait dit, on te met 132, mais qu'en réalité on me mettait 127, peut-être que je ne serais pas là au fond. Bien sûr. Donc il y a aussi une très grande part de comment on appréhende mentalement ce rapport avec ce que l'on croit être la limite, avec le chiffre. Et ça, c'est absolument passionnant. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de parler d'une limite précise, définie. Bien sûr. Elle n'existe pas vraiment et on est sans cesse capable de la redéfinir. Merci Guillaume. Alors, dans mon métier, il y a des limites, elles sont horaires. Et il se trouve que dans peu d'instants, je vais devoir libérer la scène. Donc, pardon pour ceux qui ont levé la main. Vous aurez le temps tout à l'heure, à la sortie, de venir discuter avec nos intervenants qui sont ici. On vous offrira ce petit moment pour qu'ils puissent vous répondre. Mais moi, juste pour terminer, parce qu'on doit terminer pile à l'heure pour notre programme est juste très riche et vous allez assister à d'autres séquences. Si je vous demandais les uns et les autres de m'offrir un mot
un mot avec lequel on devrait repartir par rapport à tout cet échange et tout ce partage. Quel est le cadeau que vous souhaitez nous faire, Jean-Louis Etienne? Oser. Oser, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Étienne, vous pouvez, bien sûr. Moi, ce serait plutôt allez-y, tout finit par s'arranger, même mal. Je vous conseille Étienne Klein, l'esprit du corps, et vous en sortirez même bien. Un petit mot, si vous avez aussi à nous offrir un cadeau, chère Chloé. Eh ben moi, je dirais, soyons très ouvertes, très attentives à voir de quelle manière ça va mal finir. Merci infiniment. Si on pouvait éviter de se plomber le moral pour la fin. Guillaume Néry, vous signez Nature Aquatique. Je vous conseille également, parce que c'est passionnant de vous suivre, de plonger aussi avec vous. Guillaume, je vous demande deux choses. Avant le mot de la fin, quel est le petit exercice que je peux faire chez moi avant de m'endormir le soir ou le matin, d'apnée, tout simple pour moi aussi, réapprendre à me ventiler pour mieux respirer. Ce serait quoi le petit truc que j'apprendrais d'un apnéiste? Alors justement, c'est apprendre à respirer. C'est quand on apprend à faire de l'apnée, d'abord on doit apprendre à respirer. Donc là, je te rejoins. C'est essentiel de savoir bien ventiler, ralentir le souffle, essayer de faire durer l'expiration. Il faudrait que je prenne 15 minutes vraiment pour qu'on ait dans les profondeurs de l'exercice. Mais je dirais on peut le faire tous ensemble. Au moins juste un cycle ensemble. On va le faire. Vous allez me suivre. On va d'abord, je vous explique et ensuite on le fait. On inspire lentement par le nez. Ne le faites pas encore, hein. Je vous explique où est-ce qu'on va. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Il ne respire plus dans la salle. Donc on inspire par le nez. Ensuite, un petit temps de suspension pour apprécier le silence. On parlait de suspension tout à l'heure. Et ensuite, on expire, mais de manière complètement passive, lente, juste en créant une restriction au niveau de la bouche. Et on fait ce son-là. Et on laisse le poumon se dégonfler comme si c'était un ballon. Et on peut en même temps fermer les yeux et laisser ce souffle s'éteindre jusqu'à arriver à l'équilibre. Bon, on va le faire une fois, mais ce soir, chez vous, dans votre lit, essayez de le faire pendant juste 2 minutes. Et vous allez voir qu'il se passe pas mal de choses. On va suivre le chef d'orchestre. Donc on inspire par le nez. Fermez les yeux. Petit moment de rétention. Ah bah là, il y en a qui sont morts. Hein. Pardon, j'étais à fond. J'étais au taquet, vous aussi. Là, pardon, c'est une roue de tracteur là, qui se dégonfle. Alors, je précise que le but, c'est pas de tenir le plus longtemps possible. Bien Hein, sûr. là, j'ai profité, je savais que j'allais battre tout le monde, donc on est profité pour faire le mariole. Mais non, l'idée, c'est de trouver une zone d'équilibre et de répéter ce cycle-là jusqu'à arriver à une zone de confort telle qu'à la fin de l'expiration, le moment se suspend une deuxième fois. Et alors là, c'est encore plus intense que la suspension quand on est poumon plein, parce qu'il n'y a aucune tension, il n'y a plus rien, et on atteint un état d'équilibre qui peut durer 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Plus on est détendu, plus ça dure, où on n'a ni besoin d'inspirer ni d'expirer, on est juste là et on est bien. Alors derrière, vous allez voir, Et ça c'est un rejoint autre voyage. les jolis silences offerts par Chloé tout à l'heure. Et donc, le mot de la fin avec lequel on doit repartir en deuxième cadeau, Guillaume, ce serait lequel? J'allais partir sur, au départ, curiosité. Oui. On prend. Ouais, curiosité. Philippe Croison, votre cadeau de départ? Mais il a un petit peu dit tout à l'heure aussi, mais pour moi, c'est l'impossible, c'est juste nous. C'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos objectifs? C'est juste notre éducation, nos peurs, nos doutes qui nous freinent en permanence dans notre parcours de vie. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus de doutes, j'ai plus de peur, j'ai plus rien. Quand j'ai une idée, je le fais.
Je me pose pas la question, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Je le fais. Et après, effectivement, je me rends compte que c'est très très dur. Et vous l'avez très très bien compris, j'adore l'humour. Et je pense que l'humour est un outil de résilience extraordinaire. Je vais finir là-dessus. Parce qu'il y a un dessin qui m'a vraiment fait exploser de rire quand j'ai traversé la Manche à la nage en 2010. C'était en 2008, il y a eu la crise. Et il y a un dessinateur qui a fait un dessin, il a marqué « Il traverse la Manche sans bras et sans jambes ». On voit un petit bonhomme au-dessus de l'eau en train de nager, il n'a pas de bras et pas de jambes. Et là, il y a un énorme requin qui arrive par en dessous avec la gueule grande ouverte. Et le requin, il regarde et dit « Oh merde, c'est vraiment la crise ». Plus fort la vie, Philippe Croizon. Mesdames et messieurs, le mot c'est merci parce que vous avez été chacune et chacun des cadeaux à travers vos témoignages. Je voudrais qu'on remercie nos étudiants, nos intervenants et dans vos applaudissements aussi toute l'équipe de la Cité de la Réussite. Merci Sylvain Kern. Merci aux équipes techniques également. Vous n'oublierez pas de remercier les équipes de Sylvain Kern et de la Cité qui nous offrent ces jolis moments. Et merci pour le plaisir que j'ai de vous accompagner. Mesdames et messieurs, ne soyez pas sages, ça ne sert à rien. Bonne fin de Cité à tous. Merci beaucoup. Merci. Super, bon bah, il faut que je fonce moi.